Me revoici en position Molière pour une nouvelle compilation d'anecdotes trop courtes pour en faire un épisode entier. La réception de la première version des anecdotes en alexandrin était plutôt mitigée, mais ça veut dire qu'elle a plu à une partie d'entre vous, et vous savez quoi ? Aujourd'hui, je me sens poète. Et en plus, aujourd'hui, on parlera pas d'assassinat, ni de viol, juste de gens un peu débiles. Et de la flûte de Pan. C'est cadeau! Bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée, installe-toi confortablement et sers-toi un verre d'absinthe, pourquoi pas. Je te raconte quelques histoires courtes en alexandrin. Alors commençons par un nom qui te parle sûrement, Midas. Midas est un roi con d'un royaume en Phrygie, se distinguant des autres en son manque d'esprit. Faveur ou punition, ses décisions débiles font que les dieux lui rendent la vie difficile. Commençons avec Dionysos, dont le père est le dieu de l'ivresse, un pochetron hors pair. En état évident d'ébriété publique, il s'effondre dans un lourd coma éthylique. Les servants de Midas le trouvent et le recueillent dans le château du roi, qui le voit d'un bon œil. Pendant 10 jours, il lance des festivités au terme desquelles tout le monde est bourré. Après, on dit aussi que quand ils l'ont trouvé, ils l'ont sapé de façon à l'humilier. Au château, l'ont porté eux tous contre lui seul, afin qu'on se foute gentiment de sa gueule. De toute façon, le résultat est le même. Dionysos retrouve ce père qu'il aime, et pour remercier l'hospitalité du roi, il lui promet d'exaucer un vœu, quel qu'il soit. Midas, je te l'ai dit, n'est pas vraiment malin, et veut que l'or naisse du contact de ses mains. Dionysos accepte, et depuis cet instant, Midas transforme tout en or juste en touchant. Mais le problème, sinon c'est pas rigolo, se manifeste quand vient l'heure de l'apéro. Une réalisation triste se prépare lorsque l'or remplace Pinard et Sauciflard. Et oui, Midas comprend qu'il y a un bémol et que son vœu est en fait éclaté au sol. Et on sait au passage que même les rois sont des dégueulasses qui mangent avec les doigts. Vraiment, tous les aliments changent de matière, ce qui n'arriverait pas avec des couverts. Il appelle Dionysos à la rescousse pour se débarrasser de ce don qui le repousse. Bon, le dieu ne peut pas reprendre ce qu'il donne, mais il a une idée que voilà qu'elle est bonne. Il faut trouver la rivière nommée Pactole, puis laver soigneusement ses mains de guignol et méditer sur à quel point c'est un chacal, tout en retrouvant une préhension normale. On pourrait croire que Midas s'est assagi, qu'avec les dieux plus jamais il n'interagit, mais il se trouve que quand Apollon l'appelle, ça provoque une mésaventure nouvelle. Car pour une raison qui m'échappe toujours, Midas est convoqué pour juger un concours. Il s'agit d'élire le plus talentueux entre un satyre flûtiste et le très grand dieu. Le roi répond à l'appel, et cet abruti se trouve être le seul des membres du jury à préférer le satyre au dieu musicien, ce qui n'est pas un bon move, tu le sais bien. Car sachant pertinemment qu'il est le meilleur, Apollon dit que Midas n'est qu'un hater, et pour punir le roi de pas être son fan, il place sur sa tête 2 oreilles d'âne. Cette fois-ci, rien ne permet au roi Midas de retirer ce don qui les couilles lui cassent. Donc il garde perpétuellement couvertes ces humiliations qui trônent sur sa tête. Personne ne sait, à l'exception du coiffeur, qui a fait la promesse et juré sur l'honneur de garder complètement secrète l'affaire, croix de bois, de fer, seulement il va aux enfers. Mais les années passent et le coiffeur n'en peut plus de ne jamais parler des oreilles pointues. Loin, il creuse un trou, crie dedans, ouvre les vannes. « Midas, le roi Midas a des oreilles d'âne !» Puis il rentre, son esprit dès lors détendu, sans savoir que les roseaux ont tout entendu. Car vers le trou poussent ces plantes insolites, d'où des mots s'échappent quand le vent les agite. Très vite, le secret du roi est révélé à ceux qui par ici viennent se promener. Le bouche à oreille fait le reste, et bientôt, le peuple entier se fout de sa gueule d'idiot. Allez tiens, en parlant de roseaux, ça nous amène directement à l'anecdote suivante, j'ai nommé Pan et comment il a inventé sa flûte. Pan est un dieu bouc et protecteur des bergers. 2 cornes sur sa tête et des sabots pour pieds lui donnent un air de satyre, et d'ailleurs il est connu pour sa laideur et sa lubricité. Il drague toutes les nymphes de la forêt, sort disquette sur disquette, mais rien n'y fait. Toute le friendzone à cause du caractère d'un joyeux gag contre son gré solitaire. Il veut une bonne compagnie, l'appendice, ou même 2, ou le double, ou pourquoi pas 10. Enfin bon, faudrait déjà qu'il en attrape une, car dans le consentement, il y a des lacunes.
Tristement pour elle, c'est Syrinx, la triste élue, celle dont Pan aimerait bien tâter le cul. Il voudrait, propulsé par l'élan de la bite, évacuer l'eau de vie de son cucurbite. Trêve de métaphore et revenons au mythe, Syrinx voit l'obscène arriver et prend la fuite. Sa virginité est vouée à Artémis, il est donc impératif qu'elle échappe au vice. Mais la rive d'un fleuve met fin à sa course, et Pan jubile et il va enfin vider ses bourses. Par chance, Syrinx ne manque pas de ressources, à son secours viennent les nymphes de la source. Au moment où Pan tend les bras pour la saisir, ses mains loupent ce dans quoi il voudrait s'introduire. En effet, Syrinx s'est fait changer en roseau par ses comparses nymphes qui vivent dans l'eau. Pan a les boules, mais il décide quand même que ce contretemps n'est pas le pire problème, car dans le vent, le groupe de roseaux frémit. Des mouvements desquels s'échappe une harmonie, un ensemble de souffles relaxants et doux. Pan y reconnaît la voix de Syrinx, du coup, il attrape les plantes et les coupe à l'arrache et utilise de la cire comme attache pour que les tubes verts de diverses longueurs créent un instrument qui console sa douleur. Et la douleur d'un être perdu, celle-là est relativement soft, beaucoup l'ont vécue de manière bien pire dans la mythologie, et peu l'ont vécu aussi difficilement que les parents qui perdent leurs enfants, qui les voient emportés par l'ambition et l'insouciance. C'est le cas de Hélios et Phaéton, et d'Édale et Icare. Alors commençons par les plus flamboyants, on va partir sur Hélios et son fils Phaéton. On m'a beaucoup demandé de parler d'Hélios, et bien là j'en parle un petit peu. Phaéton est le fils du dieu soleil, Hélios, mais on lui dit que cette affirmation est fausse. Ainsi, afin de découvrir la vérité, il décide d'aller rencontrer son padré. Mais arrivé devant le temple paternel, il est stoppé par une lumière irréelle. Le bâtiment entier rayonne intensément, empêchant quiconque de pénétrer dedans. Hélios voit toujours tout et remarque son fils qui semble avoir envie d'entrer dans l'édifice. Il reconnaît son sang en cet individu et lui demande les raisons de sa venue. Phaéton explique qu'il fatigue de croire qu'il est le fils d'un dieu et qu'il désire savoir toute la vérité quant à ses origines. Sont-elles mortelles ou bien sont-elles divines ? Hélios lui répond « Mais oui, t'inquiète mon fils, ton sang est mon sang et je promets sur le Styx de t'accorder le don que tu demanderas pour que tu sois certain que je suis ton papa. » Cette promesse est le début d'un cauchemar pour Phaéton, qui voudrait conduire le char de son père pour un jour, juste un jour seulement. Hélios refuse, mais il a prêté serment. N'ayant donc d'autre choix que céder au caprice, il met en garde son outrecuidant de fils. La fougue de ses chevaux est si énervée que personne ne parvient à les contrôler. Hélios lui-même peine à bien les diriger quand claquent dans le ciel leurs sabots embrasés. Lui-même se chie dessus, là-haut, en plein vol, dans les cieux, entraîné dans une course folle. Lui-même galère de ouf à atterrir, en alternant entre dominer et subir. Et c'est pas fini, non, s'il y avait que ça. Le ciel est plein d'obstacles, ne l'oublions pas. Météores, planètes, astres et constellations, les pinces du cancer et la queue du scorpion et l'arc du sagittaire et la gueule du lion. Pour vouloir faire ça, faut être un gros troufion. Et un troufion, il l'est, le jeune Phaéton. Son père tente de lui rendre la raison. Il a beau y mettre toute son énergie, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Hélios emmène donc son fils aux écuries car il est temps que le jour succède à la nuit. Il verse sur son fils de l'essence céleste pour qu'il supporte l'incandescence funeste d'un char qui normalement porte le soleil et après ça, il donne ses ultimes conseils. De freiner plus souvent qu'il n'accélérera, suivre le chemin tracé où il se perdra, rester loin de la terre où elle brûlera, mais pas trop près du ciel où il s'embrasera. Phaéton dit ouais et lance les chevaux qui démarrent au quart de tour dans un souffle chaud. Problème, Phaéton est moins lourd que son père et les destriers surpris foncent dans les airs. Ils sont décontenancés et ce à tel point qu'ils ne suivent plus le chemin et vont bien loin. Phaéton se rend compte que ça ne va pas, rien ne contrôle le char, la terre est trop bas, il tire sur les rênes, le rythme s'accroît, les chevaux infernaux n'entendent pas sa voix. Impuissant, il traverse l'espace et l'éther, puis il se rapproche bien trop près de la terre. Mais ça, il n'a même pas le temps de le voir. Les cendres et la fumée le plongent dans le noir au fur et à mesure que son char s'embrase, traîné par des chevaux ardents, brûlants d'extase. Et là, c'est le drame. Le char étincelant,
De sa chaleur évapore les océans, assèche la terre qui craquelle et se fend, irrite les montagnes et pénètre dedans, incendie les cités et tous leurs habitants dont il ne reste plus que quelques survivants. Même Poséidon tente de s'imposer, mais toujours la fournaise le fait replonger. Atlas trouve que ça chauffe sur ses épaules pendant que le feu se répand de pôle en pôle. Jusqu'aux enfers, plus aucune ombre ne réside, car la terre se fissure dans l'air aride. C'est une catastrophe à l'échelle cosmique. Gaïa, en souffrance, lance un cri dramatique. Elle implore Zeus, grand maître de l'univers, de mettre une fin à cet atroce calvaire. Sa voix brûle, son front fume, sa peau flambe, idem pour tout ce qui vient de son entrejambe. Zeus contre les flammes cherche à faire un orage, mais l'air est trop sec, il n'y a pas de nuages. Qu'il en soit ainsi, il est prêt à en découdre, et se résout donc à saisir son bon vieux foudre. L'âme peinée, il se prépare, vise, tire. Et le pauvre Phaéton, foudroyé, chavire. Hélios voit la chute de son fils dans la mer et sait que pour le sauver, il n'y a plus rien à faire. Le dieu perd son fils, mais aussi son véhicule que les chevaux détruisent en même temps qu'il brûle. Sans plus personne à bord, le char est démonté par leurs forces exercées dans des sens opposés. R.I.P. Sans transition, dans la même veine, on passe à Icare qui est beaucoup plus connu. Passons donc au mythe de Dédale et son fils dernier, à son tour puni pour son hubris, les deux hommes sont loin de chez eux, bien exilés, alors ils inventent des ailes non, je sais pas ce qui m'a pris, pardon. Passons donc au mythe de Dédale et son fils. Ce dernier, à son tour puni pour son hubris. Les deux hommes sont loin de chez eux, exilés, alors ils inventent des ailes pour rentrer. Dédale est ce qu'on nomme un putain de génie, et ses ailes l'élèvent comme par magie. À Icare, de son vol, il fait le récit, c'est décidé, ils peuvent rentrer au pays. Comme Hélios avant lui, il explique à son fils que voler n'est pas si simple comme exercice. Comme Hélios avant lui, il donne des conseils, les mêmes que ceux donnés par le dieu Soleil. Rester à équidistance entre terre et ciel, car l'astre du jour pourrait détruire les ailes. Pourquoi ? Parce que de la cire sert de colle et le soleil peut la faire fondre en plein vol. À la base, Icare respecte tout cela, concentré sur les ailes à chacun de ses bras. Une fois l'art du vol acquis, il se fait chier et pour se distraire commence à s'éloigner. Plus haut, un peu plus haut, toujours plus haut il va, sous le regard affolé de son vieux papa. Comme prévu, la chaleur ramollit la cire. Icare ne monte plus et pressent le pire. Une plume se décolle, puis deux, puis trois, sous le regard du jeune homme, saisi d'effroi. Il secoue ses bras de toutes ses forces en vain, ça détache ses ailes et provoque sa faim. Il commence à tomber, et son père le suit, tente de rattraper ce fils qu'il a instruit, mais la chute est d'une telle vélocité qu'Icare tombe dans la mer et disparaît. Dédale atterrit et cherche son fils chéri, crie son nom, fouille tout, prie pour qu'il soit en vie. Bientôt il voit les ailes qu'il a inventées en train de flotter près d'un corps inanimé. Le déni paternel se met à disparaître face au jeune homme qu'il ne peut que reconnaître. Il se déteste d'avoir été ambitieux, d'avoir voulu se fabriquer un don des dieux. Il ensevelit Icare sur le rivage et renomme la mer assassine en hommage. Voilà, je vais m'arrêter là. Toutes les bonnes choses ont une fin et c'est valable aussi pour les alexandrins. Pour ceux qui m'ont dit qu'ils préfèrent quand je parle normalement, désolé, j'ai une âme d'artiste. Après, une fois tous les 5-6 mois, ça passe, non ? Si tu connaissais pas et que ça t'a plu, tu peux retrouver un autre épisode de ce genre dans la liste des podcasts de mythologie grecque décomplexée avec des personnages intéressants qu'on pense connaître, mais pas tant que ça en réalité, comme Hyacinthe, Méduse, Sisyphe et encore d'autres. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser une petite note. J'ai un compte Instagram @mythologie grecque décomplexée tout en minuscules, tout attaché, sur lequel je poste des extraits d'épisodes, des mèmes que je fais moi-même, des mèmes qu'on m'envoie, ainsi que l'actu décomplexée en story. Tu peux venir nous rejoindre, je te jure, on s'amuse bien. Sur ce, on se retrouve dans une quinzaine de jours. C'était Margot pour te divertir. Ciao!